Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode dédié à l'intelligence artificielle, une révolution technologique dont on parle beaucoup mais dont les ressorts sont parfois moins connus. Quand on parle d'IA, on pense naturellement à ChatGPT, aux assistants conversationnels, aux générateurs d'images ou encore à des applications qui transforment notre quotidien. Or, ces outils reposent sur une chaîne industrielle bien tangible, des puces électroniques, des usines, des centres de données, des kilomètres de câbles et beaucoup d'électricité. Autrement dit, l'intelligence artificielle n'est pas seulement une histoire d'algorithmes, mais d'infrastructures. Si la partie visible de cette révolution attire l'attention, la création de valeur se joue aussi plus en profondeur. Alors, où sont les véritables goulots d'étranglement? Quels sont les acteurs les plus stratégiques de cette chaîne? Et quels risques un épargnant doit-il avoir en tête? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Barral, directeur de la gestion multi-actifs, et Nuno Teixeira, directeur du pôle analyse et stratégie de l'offre, tous deux chez Vega Investment Solutions. Merci d'être avec nous. Bienvenue à tous les deux. Merci, bonjour Alix. Merci. Nuno, on commence avec vous. Quand il s'agit d'IA, on entend beaucoup parler d'NVIDIA et de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC. Dans quelle mesure ces acteurs sont-ils incontournables? Alors, ils le sont pour le moment, ils sont incontournables, tout simplement parce que NVIDIA a développé des puces, notamment pour des applications graphiques qui se trouvent être beaucoup plus performantes dans le domaine de l'IA. TSMC développe également des puces extrêmement avancées. Ils sont leaders mondial à ce niveau-là. Ils sont basés à Taïwan. Et ces deux acteurs ont développé un écosystème et un avantage technologique qui, pour le moment, a du mal à être rattrapé par les concurrents, en particulier chinois. Mais on y viendra peut-être. On aura peut-être des acteurs chinois à la hauteur de ces deux noms. Et puis, il y a bien d'autres acteurs dans la chaîne de valeur, ne serait-ce qu'un leader européen, par exemple, ASML, qui produit des machines qui sont extrêmement sophistiquées, qui valent des centaines de millions pour produire les puces les plus avancées. Et il y a également bien d'autres acteurs qui offrent des composants, par exemple au Japon, qui sont utilisés dans les puces. Et donc les technologies évoluent en permanence et c'est une bataille extrêmement complexe. Et puis, il y a les hyperscalers, ceux qui fournissent la capacité de traitement au travers des centres de données. Et là, on retrouve les grands noms, Microsoft, Alphabet, donc Google, et bien d'autres qui se battent pour offrir cette capacité de traitement sur les centres de données. Si je simplifie, donc on a d'un côté ceux qui conçoivent les puces, de l'autre ceux capables de les fabriquer à très grande échelle. Pierre, une grande partie de la production néanmoins mondiale des puces est concentrée à Taïwan. Qu'est-ce que ça signifie pour les investisseurs? Oui, on l'a dit, en effet, TSMC à Taïwan. Donc ça, c'est un sujet qui, du coup, va aller sur le terrain géopolitique, puisque, on le sait, l'appétit de la Chine pour éventuellement récupérer un jour, ou en tout cas attaquer ou s'installer sur ce territoire est assez important. Donc il y a un risque, en effet, géopolitique très fort, que le monde entier regarde de très près. Et ça fait partie, en effet, des enjeux majeurs. En ce moment, au moment où justement toute cette révolution technologique est en train de devenir importante et incontournable dans l'ensemble du monde. TSMC fait partie de ces très grosses entreprises qui permettent à cette technologie d'exister. Donc évidemment, ça va poser des problèmes si jamais le terrain géopolitique se tourne de ce côté-là, de cette façon-là. Ouais. Donc, Et j'ai oublié, pardon, les modèles d'IA, puisqu'il y a un certain nombre d'acteurs, évidemment, Anthropic en particulier, OpenAI avec ChatGPT, qui fournissent les modèles d'IA. Certains, comme ces deux noms, ne sont pas encore en bourse, mais on pense qu'ils vont l'être incessamment. Et donc ça va être évidemment une nouvelle catégorie d'acteurs dans lesquels on pourra investir en tant que particulier. Et on va y revenir. Avant ça, autre évolution technologique, la fibre optique qui remplace le cuivre dans les puces. Qu'est-ce que ça change? Oui, alors ça, c'est assez intéressant, en effet. C'est-à-dire que là, on entre dans l'évolution technologique à l'intérieur de cette révolution technologique qui est liée. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que dans les puces, jusqu'à aujourd'hui, eh bien, on utilisait le cuivre pour faire fonctionner ces puces qui permettent le traitement de la data. C'est ça l'essentiel. Donc, la puissance de calcul, en fait, est transmise par du cuivre.
Et ce cuivre, il se trouve qu'aujourd'hui, compte tenu de la volumétrie très importante d'informations et de la très très forte capacité de calcul, toujours en progression de ces puces, eh bien, commence à présenter en fait des difficultés technologiques importantes. Ça chauffe le cuivre et ça conduit pas forcément aussi vite qu'on aimerait que ça conduise. Donc on a encore une fois là dans ce domaine-là réussi à faire une avancée assez importante avec la photonique qui permet de remplacer tout simplement le cuivre, j'allais dire tout simplement, mais en tout cas par de la lumière et donc de l'optique. Et on va du coup avoir à l'avenir, grâce à ces sociétés-là qui sont capables de développer cette technologie, des puces qui chaufferont moins et qui seront beaucoup plus rapides. Nuno, concrètement, combien d'électricité consomme l'intelligence artificielle? Alors ça dépend de quoi on parle. Si on parle d'une requête, en réalité, c'est pas beaucoup plus consommateur qu'une recherche Google. Ce qui consomme vraiment, c'est d'abord l'entraînement de l'IA. Donc il faut entraîner l'IA. Et ça, pour donner des ordres de grandeur, par exemple, ChatGPT 3 a représenté une consommation pour son entraînement de 1300 mégawatts et représenté une émission de CO2 de 550 tonnes, ce qui correspond à peu près, pour avoir des ordres de grandeur, à 300 allers-retours Paris-New York. Donc c'est assez considérable. Mais ce qui va encore plus loin, c'est que une fois qu'on a entraîné l'IA, il y a ce qu'on appelle l'inférence, c'est-à-dire les recherches, mais en masse, ce que représente la masse de recherche de tous les utilisateurs. Oui. Il y a à peu près 1 milliard d'utilisateurs aujourd'hui de l'intelligence artificielle, et dès que ça dépasse quelques centaines de millions de requêtes par mois, eh bien, évidemment, ça consomme encore plus que l'entraînement de l'IA. Donc, on est là sur des ordres de grandeur qui sont extrêmement importants. On estime aujourd'hui que les data centers, c'est 1,5% de la consommation d'électricité mondiale, et ça devrait atteindre assez rapidement 3%. Pour certains pays, c'est déjà considérable. L'exemple de l'Irlande est très symptomatique, puisque c'est un pays qui concentre à peu près 10 fois plus en proportion de data centers que le reste de l'Europe, et ça représente 22% de la consommation d'électricité. Donc, il y a évidemment une course à la fois à la production d'électricité et à la recherche de solutions un peu plus efficientes qui représentent moins d'émissions de CO2, évidemment, et puis aussi moins de consommation d'eau, par exemple. Parce que là aussi, il y a un enjeu au niveau de la consommation d'eau. Et donc, in fine, Pierre, est-ce que les data centers vont faire remonter nos factures et avoir un impact sur le prix de l'énergie ? Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les data centers vont avoir un impact sur la consommation, sur la quantité d'électricité dont vont avoir besoin tous ces data centers pour tourner. Nous le disait, les utilisateurs vont être de plus en plus nombreux à utiliser cette technologie-là, et on n'en est probablement qu'au début. Donc, on va avoir une demande beaucoup plus forte en électricité. Donc, tout dépendra en fait de notre capacité au sens large, au sens mondial, à développer d'autres et de nouvelles énergies, et notamment, je pense aux énergies renouvelables, jusqu'à avoir évidemment. un impact sur le nucléaire ou la relance de nouvelles capacités de production ? Oui, totalement. Alors, la France a la chance d'avoir un parc nucléaire important, et ça représente évidemment une part très importante de notre mix énergétique. Aujourd'hui, la consommation des data centers, c'est déjà quasiment l'équivalent de la consommation d'électricité française. Donc, c'est déjà important. Et on va avoir un mix. En réalité, on va faire feu de tout bois. On va avoir besoin de nucléaire, sans doute malgré tout d'énergie fossile, parce que c'est le mix énergétique de la plupart des pays. Le gaz, en particulier en Irlande, je le mentionnais, c'est le gaz qui complète la part du renouvelable. Et puis le renouvelable qui se développe avec un petit problème, c'est que le renouvelable, par définition, ne produit pas tout le temps. C'est une énergie qui peut être intermittente, on le comprend bien avec le solaire, l'éolien, alors que les data centers, ils fonctionnent 24 heures sur 24. Donc, on va devoir utiliser un mix, et peut-être aussi dans le nucléaire, des nouvelles technologies, notamment des petits réacteurs qui pourront éventuellement alimenter certains data centers. Et puis, il faudra réduire la consommation aussi d'énergie par de nouvelles technologies. C'est ça. Et précisément, il y a aussi un sujet de cohérence avec les engagements climatiques des grandes entreprises technologiques. Comment est-ce qu'elles gèrent cette explosion de la consommation ?
Elle le gère avec des partenariats, avec un certain nombre d'acteurs, encore une fois, qui développent des solutions nouvelles, parfois des solutions anciennes. On a vu notamment un acteur américain rouvrir une centrale nucléaire qui n'avait pas rouvert depuis quelques décennies, une unité de Three Mile Island. Finalement, ils cherchent dans les deux directions, donc à la fois à sourcer des sources d'énergie et de l'autre côté à développer des technologies plus économes. On voit les Chinois, par exemple, implanter des data centers sous la mer. Donc ça permet évidemment de faciliter le refroidissement. Et lorsqu'on parle de l'introduction de SpaceX aujourd'hui, eh bien, il y a le projet, ça paraît complètement futuriste aujourd'hui, mais de développer des data centers dans l'espace, tout simplement, parce qu'il y a des technologies qui permettent de transmettre de l'énergie depuis un satellite. Et c'est vrai que le solaire dans l'espace est beaucoup plus efficient que le solaire sur Terre. Et donc voilà, on est en pleine révolution technologique dans ce domaine-là. Et quand on regarde la chaîne de valeur, qui sont selon vous les acteurs qui pourraient bénéficier le plus de cette hausse de besoins électriques, en besoins électriques? Eh bien, c'est vrai que le nucléaire n'est pas accepté facilement dans tous les pays. On voit que la Chine investit énormément dans ce domaine-là, mais elle investit aussi beaucoup dans les énergies renouvelables. Et c'est vrai que là où on a encore un potentiel de développement, c'est probablement sur le renouvelable, qui avait été un peu délaissé quand même, non pas au niveau des investissements eux-mêmes, mais au niveau boursier, parce qu'il y avait eu un peu d'excès d'engouement. À un moment donné, les valorisations étaient très élevées. Et ça revient depuis un an avec une performance de l'indice, par exemple, européen des énergies renouvelables, qui est importante, de l'ordre de 80% sur un an. Donc, tout d'un coup, les thèmes liés finalement à l'ESG retrouvent aussi par ce biais-là une certaine capacité à délivrer de la performance qu'on avait peut-être un petit peu oubliée. En fait, c'est tout l'écosystème autour de cette technologie-là qui commence à profiter d'ailleurs depuis peu de cet engouement. On parlait tout à l'heure de l'évolution technologique, de la fabrication des puces en elles-mêmes. Toutes les sociétés qui font de l'optique, il y a certaines sociétés qui font de l'optique aux États-Unis aujourd'hui qui enregistrent des performances entre 100 et 400% depuis le début de l'année dans leur cotation. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait exceptionnel de ce point de vue-là. Et je pense qu'en effet, on est au début d'un mouvement très important de cela. En réalité, il y a des fabricants de certains composants de la chaîne de valeur qui sont assez petits. Les mémoires, le refroidissement, parce que même pour fabriquer des puces, il faut un certain nombre de technologies sous-jacentes. Et cette fraction faible de la valeur ajoutée, finalement, peut subir des augmentations de prix de 30, 40, 50% sur un an. Et donc, il y a à la fois un effet volume considérable, parce qu'il y a un appel d'air considérable, la demande de capacité de traitement et donc de microprocesseurs est énorme, et en plus, une possibilité d'augmenter les prix. Donc, ça génère pour certains acteurs des augmentations de résultats considérables. Nuno, vous l'avez évoqué au début de cet entretien, certaines des entreprises les plus emblématiques de l'intelligence artificielle, comme OpenAI et Anthropic, pourraient bientôt entrer en bourse. Pourquoi ce serait un événement ? Ça serait un événement parce que ce sont déjà des acteurs évidemment très importants. OpenAI est le leader avec ChatGPT. C'est encore une part de marché de plus de 50% aujourd'hui au niveau des technologies d'intelligence artificielle, au niveau des modèles d'intelligence artificielle générative. D'autres acteurs, évidemment, sont présents avec des parts de marché plus petites. Et ces acteurs-là, n'étant pas en bourse, finalement, pour un investisseur, c'était difficile ou impossible, évidemment, d'en profiter. Ces acteurs-là, en entrant en bourse, vont représenter une fraction significative des indices, compte tenu des valorisations qu'on attend, qui peuvent dépasser déjà le trillion de dollars. Donc, par définition, il y a eu un peu d'assouplissement quelque part des règles à la fois d'introduction et d'intégration des indices qui vont faire qu'ils vont être investis par définition par les fournisseurs de gestion indicielle
et notamment les ETF représentatifs du marché américain. Et justement, Pierre, si ces entreprises entrent dans les grands indices, qu'est-ce que ça va changer pour quelqu'un qui Ben, investit via un ETF? Et d'abord, est-ce qu'on peut peut-être rappeler pour les moins aguerris ce qui est la gestion passive et un ETF donc? Un ETF, la gestion passive, un ETF, en fait, c'est très simplement comment dirais-je, un placement qui va reproduire absolument et très précisément la composition d'un indice coté. Donc, vous savez exactement ce que vous achetez quand vous achetez un ETF. Vous achetez l'indice et la performance de l'indice, moins les frais. Voilà, donc c'est quelque chose de très précis. Mais pour revenir donc à cette introduction en bourse, d'Anthropic notamment, ça va évidemment être un problème supplémentaire pour ces indices boursiers, notamment américains, qui sont déjà très concentrés sur des valeurs technologiques, qui sont elles-mêmes très valorisées. Et donc, on va se retrouver à nouveau avec encore plus avec des indices qui manqueront terriblement de diversification dans leur composition. Voilà. Donc, quand on achète un ETF dont l'indice est un indice américain comme le S&P 500 ou le Nasdaq, eh bien, on achète un indice qui est lui-même très concentré et très valorisé. Donc ça peut être un problème en effet quand on n'est pas un spécialiste en effet de la chose et donc ça peut représenter éventuellement un danger à moyen terme. D'où l'intérêt d'une gestion plus active. D'où l'intérêt d'une gestion active parce que ce qui fait en fait l'intérêt d'une gestion active aujourd'hui, c'est la capacité à diversifier ses investissements. Si on veut être performant dans le temps long, eh bien, il faut impérativement, c'est le premier chapitre de l'investissement, être diversifié dans ses investissements. Et un acteur et un gérant actif saura justement et aura une bonne idée de la valorisation des actions qu'il met dans son portefeuille, saura l'évaluer et saura également diversifier ses investissements pour protéger quelque part le porteur d'un éventuel accident un jour qui probablement arrivera un jour ou l'autre. Et alors, pour aller un peu plus loin, justement, Nuno, pour un épargnant, comment est-ce qu'on approche ce thème de l'IA? D'abord, il faut se faire une conviction sur l'IA quand même. On estime que la phase d'installation de capacité de traitement va être très puissante, notamment sur les prochaines années, probablement jusqu'en 2028. Et donc là, il y a un appel d'air, une course à la capacité. On le voit bien avec les fameux hyperscalers. Certains font partie des 7 magnifiques. Ils construisent des centres de données à vitesse grand V avec cette année un plan d'investissement de 700 milliards de dollars. Au point d'ailleurs que certaines de ces sociétés qui n'avaient pas de dette jusqu'à présent, comme Alphabet et d'autres, eh bien, aujourd'hui sont obligées non seulement d'émettre des actions, mais d'émettre de la dette sur les marchés obligataires. Donc, voilà, on est dans une situation où il peut y avoir quand même de temps en temps des acteurs un peu trop gourmands en termes de capacité d'investissement, mais tout le monde doit y aller. Personne ne peut rester. Donc, sur l'IA, a priori, il y a encore un champ de développement. On parlait d'1 milliard d'utilisateurs. On peut facilement extrapoler à plusieurs milliards d'utilisateurs, donc des capacités de traitement nécessaires qui vont devoir être installées ces prochaines années. Et puis après, il faut aussi investir sur toute la chaîne de valeur. On le précisait, non seulement sur les éventuelles sociétés fournissant des modèles d'IA, certaines sont cotées, d'autres non, sur celles qui fournissent des microprocesseurs, sur toute la chaîne, par exemple, de fourniture d'énergie, la transmission d'énergie, le refroidissement des data centers, les fabricants d'équipements de production de puces et bien d'autres technologies. Et donc ça, c'est vraiment, je dirais vraiment des spécialistes aujourd'hui de l'investissement sur le secteur technologique qui sont capables de savoir si telle ou telle valeur a un avantage compétitif durable et peut justifier sa valorisation parce qu'il y aura évidemment des gagnants et des perdants. Et donc, c'est très important de faire le distinguo. On l'a vu sur les 7 magnifiques, où à un moment donné, toutes les valeurs, ces très grandes valeurs américaines montaient toutes plus ou moins de concert. Et puis, à la fin de l'année dernière, on a commencé à avoir des différences et même depuis le début de l'année, une sous-performance des 7 magnifiques par rapport à l'indice général. Donc, il faut finalement, le risque, c'est de se concentrer uniquement sur ces grandes valeurs très visibles. Oui, c'est clair qu'il va y avoir des modes, il va y avoir des cycles, comme on en a eu sur les énergies renouvelables, où quelques grands acteurs vont finalement capter l'essentiel de la valeur. Et il ne faut pas oublier les Chinois, parce qu'on l'a vu au début de l'année dernière, avec DeepSeek, à un moment donné, eh bien, ça a fait baisser les valeurs technologiques américaines, parce que tout d'un coup, il y avait un modèle concurrent qui semblait s'installer avec des coûts certainement plus favorables. Pierre, d'autres pièges à éviter
Non, mais je pense que Nounou a tout dit. C'est vrai que l'écosystème est très important. Et il y a, voilà, le gérant professionnel qui sait aller chercher les boîtes qui vont être participer en fait, hein, et qui sont souvent des boîtes beaucoup plus petites que Mm. celles dont on a l'habitude et qui font la une des journaux, comme celle qu'on vient de citer. Eh bien, ces sociétés-là, elles méritent d'être regardées de très près. Et donc, c'est un écosystème qui est très large en fait, Mm, hein. mm, On le voit bien et on s'en aperçoit tous les jours. Et donc, c'est dommage de ne pas en profiter en effet. Donc, aller chercher ces investissements-là dans des sociétés qui, mais tu l'as dit Nuno, hein, dont certaines ne gagneront pas en fait, hein, mm. cette bagarre technologique, hein, Mm. certaines seront mises à un moment donné sur le côté de la route. Donc on est pour l'instant au début de ce grand mouvement qui est en train de se faire. Donc, Et quel horizon de temps faut-il avoir sur ce thème? Comme toujours, Mm. sur les investissements actions, il faut avoir plusieurs années devant soi. Encore une fois, on va avoir des cycles. Pour l'instant, le cycle est très favorable aux valeurs technologiques. On le voit aux États-Unis, on le voit en Asie en particulier, mais on aura des excès d'engouement. On aura peut-être un peu d'indigestion à un moment donné. Mm. Ça ne veut pas dire que le phénomène n'est pas réel et que le trend à long terme n'est pas là pour durer. Simplement, eh bien, il faudra regarder effectivement notamment la capacité des acteurs à financer ces développements, hein. Donc, est-ce qu'ils ont assez de cash flow, de capacité d'investissement, ou est-ce qu'à un moment donné, ils mettent en péril leur propre bilan? Et puis, encore une fois, il y a des évolutions technologiques qui, à un moment donné, peuvent être disruptives pour un acteur ou plusieurs et les mettre en danger alors que personne ne le soupçonnait auparavant. Donc, encore une fois, c'est un domaine où il va falloir être un peu patient, Mm. être diversifié. Et même au-delà de la technologie, garder en tête qu'il y a d'autres secteurs qui sont intéressants. On parlait de l'approvisionnement en électricité. Eh bien, il y a tout un tas d'autres acteurs qui ne sont pas dans le secteur technologique et qui vont fournir ces fameuses pelles qui servent finalement à trouver l'or dans cette mine de l'IA. Merci beaucoup, messieurs. Merci Pierre Barral, Nounou Texera, et merci à vous de nous avoir suivis.